j'ai décidé d'appeler «Ça passe ou ça casse» parce que voilà, tu vas apprendre à me connaître, moi j'ai des petits combats comme ça et là j'apprends en surfant sur le net, en préparant notamment, cette petite capsule, que «Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur» de Harper Lee, qui est supposé être au programme, de littérature anglaise, de quatrième aux États-Unis et discrédité, voire carrément boycotté, par certains cadres pédagogiques, voire, directeurs, d'établissements, parce qu'il choquerait, une certaine frange de la population par, ses propos, extrêmement, discriminatoires, hein, envers, une certaine minorité, raciale. Et alors là, je dis non. Je dis non parce que on ne peut pas juger si on l'a pas lu, ou alors c'est que les gens qui l'ont lu ne l'ont pas compris. Et si des directeurs d'école, lisent des choses et ne comprennent pas, ça m'inquiète beaucoup. Et je pense que c'est pas ça en fait. En fait, je pense que, c'est la poussée de certains, lobbies, qui font que, eh bien, on va le voir, ce roman qui se veut profondément humaniste, et qui s'inscrit dans une veine justement de fraternité est conspué et que, la plupart, des enfants risque de passer à côté d'un chef-d'œuvre de la littérature et de quelque chose, d'un objet culturel qui donne à réfléchir. Tout ça parce que des adultes ont décidé à leur place de ce qui était bon ou pas bon pour eux et surtout ce qui était bon ou pas bon pour eux-mêmes, c'est-à-dire qui risquait de leur apporter soi-disant des ennuis. Donc pour comprendre un peu de quoi on parle, je te propose de commencer par notre traditionnel résumé. Alors, écrit dans les années 60 par, Harper Lee, qui est une jeune femme, des États du Sud. Ne tirez pas, sur l'oiseau moqueur, autrement appelé, To Kill a Mockingbird. Raconte, l'histoire d'une petite ville d'Alabama, donc État du Sud, hein, esclavagiste, par nature, hein, dans les années 30. Donc le récit est fait, grâce à Scout, qui est Louise Finch, qui est une petite fille de 6 ans et qui vit une situation familiale atypique puisque elle est élevée seule par son père, Atticus Finch, qui est un avocat et elle vit avec son frère Jem et donc elle va raconter à travers ses yeux d'enfant, dans une première partie du roman, l'histoire de sa petite ville. Alors une petite ville qui est Malcolm, une ville imaginaire qui est pétrie bien évidemment de préjugés raciaux, qui vit avec, des cancans. Enfin c'est une petite ville de province avec tout ce que ça peut avoir de sympathique et d'antipathique et donc ce roman va être en 2 parties. La première partie va montrer, son éducation, sa relation avec son frère Jem qui est plus âgé, l'éducation humaniste, et altruiste que, Atticus, le père, leur donne. Leur relation, particulière avec, leur gouvernante, noire, qui est là aussi quelque chose de très joli, hein, parce qu'on n'est pas du tout dans le cliché, ségrégationniste ou esclavagiste. Et surtout aussi le fait qu'avec, son frère, ils ont, un copain d'été et ce copain d'été qui s'appelle Dill, dont on dit qu'il serait, sans doute, l'image de Truman Capote, l'image fictionnelle de son ami Truman Capote. Donc, avec Deal, il se chauffe un peu et il décide de percer le mystère de la maison d'en face, qui est une maison où vit un homme reclus et sur lequel, heu, circulent toutes les légendes urbaines, qui peut entourer un homme, qui ne vit pas, comme les autres. Alors c'est une famille, de blancs, mais qu'on sait très conservateurs et leur fils ne sort pas. Alors bien évidemment, l'idée ça va être, de se confronter à ce monstre potentiel, pour, ce rite, de passage de l'enfance vers l'âge adulte. Donc première partie
consacrée à la vie quotidienne de Malcolm. 2e partie beaucoup plus orientée, le jour où Atticus va être, commis d'office pour la défense d'un noir, Tom Robinson, qui est accusé d'avoir, violé une blanche. Donc, autant vous dire que c'est très, très mal parti, d'entrée de jeu. Bien évidemment, personne ne veut le défendre, le procès tend à devenir une mascarade, parce que, noir contre blanche, forcément il va perdre et donc Atticus va mettre un point d'honneur malgré, les quolibets et le harcèlement dont il va faire, l'objet, lui et ses enfants. Envers et contre tout, il va accepter la défense de Tom et non seulement, il va l'accepter, mais il va réussir à prouver, l'innocence de ce dernier, puisque la victime présumée est, issue d'une famille, méprisable, qui vit tout à fait en marge, blanche, hein, pour autant, mais méprisable, avec un père, violent et alcoolique, elle-même, un peu dévoyée. On comprend que les relations avec son père sont un peu, spéciales et il va finir par démontrer que non seulement Tom n'a pas voulu abuser, d'elle, Mayella, mais qu'en réalité, il a voulu, se soustraire à ses avances très, explicites et que par dépit, cette demoiselle l'aura donc, accusé en retour, sachant qu'elle le condamnait à la potence directement. À l'issue du procès donc que Tom et Atticus vont gagner, désolée, je spoil, pour si vous l'avez pas lu, le père Ewell, pardon, le père de la victime qui n'est pas victime du coup, jure qu'il va se venger d'Atticus et effectivement, en rentrant de, une soirée Halloween, Jem et Scoot vont se faire agresser. Heu, Jem va être même, sacrément blessé et ils vont être sauvés de manière providentielle par un inconnu, dont on découvrira parce qu'il va amener Jem, sur son lit dans sa maison, qu'il n'est autre que Boo, le fameux monstre voisin, qui s'avère être une magnifique personne. Donc voilà pour notre résumé, d'une histoire qui, vous le voyez, n'a rien a priori de répréhensible en termes de traitement des, minorités. Donc ce qu'on va reprocher, notamment à ce roman, c'est le vocabulaire, et comme c'est un vocabulaire de petite fille de 6 ans, qui, est une éponge et qui, retranscrit, ce qu'elle entend, ben oui, il va être un peu violent, on va parler de nigger, donc de nègre, ce qui va être, l'objet, spécifique, des réprimandes, actuelles au sujet de ce roman. Donc, pour aller un petit peu plus loin dans mon ça passe ou ça casse et surtout pour témoigner, de mon indignation, si vous n'avez pas compris et de ma prise de position, donc je vous présente mon analyse. Donc, ce roman raconte la vie d'un racisme ordinaire, c'est-à-dire qu'on est, dans un système institutionnel qui est fondé depuis des siècles, sur, la domination du blanc sur le noir, même si, Harper Lee le montre, les noirs sont parfois, dans cette société bien plus, honnêtes et valeureux que certains blancs qui vivent au crochet de la société et qui n'ont pour eux que le fait d'être blancs au final. Il va parler de droit, de ségrégation raciale, certes, mais pas que, genrée aussi, sociale, puisqu'il va être question de diverses classes sociales, de selon que vous serez puissante ou misérable, comme disait La Fontaine, ben, vous n'avez pas le même traitement. Selon que vous êtes un homme ou une femme, telle que le montre la tante, de Scout, qui veut essayer de la mettre dans le droit chemin de ce qu'on attend d'une femme, dans les années 60 et qui est malgré tout assez touchante, parce qu'on la voit enfermée dans son carcan, social, hein, voilà et tout en admirant finalement la liberté, de cette petite. Donc ça parle de non-violence, de justice, de respect humain, à travers les yeux d'une enfant, donc les yeux les plus innocents qui puissent être.
Donc principal, cheval de bataille de, Harper Lee, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle elle a eu le prix Pulitzer en 61 et raison pour laquelle ça m'énerve que, justement les gens qu'elle encense, comme étant les porteurs d'humanisme, la descendent. Donc le premier cheval de bataille de Harper Lee, ça va être l'éducation. L'éducation, elle va être traitée de plusieurs manières différentes. Heu, Outre qu'il s'agisse ici d'un roman d'apprentissage, c'est un roman sur l'importance de l'éducation qui est donnée, éducation, instruction, certes, mais aussi éducation sociale, éducation morale. Donc on voit à travers l'exemple de la famille Hewell que, ce manque d'éducation, ce manque d'instruction exclut systématiquement de la société les gens qui en sont frappés parce qu'ils ne connaissent pas les codes, ils ne connaissent pas la morale, ils ne connaissent pas la recette pour vivre ensemble. Ils ne connaissent finalement que des moyens primaires de survivre, c'est-à-dire la violence et la domination bête et méchante. Euh, du côté des parents de Boo, donc on a un autre écueil de la mauvaise éducation, pour plagier Almodovar, une éducation trop rigide, trop extrémiste, tend aussi à exclure l'individu de la société qui va devenir craintif de l'autre, du mélange, intolérant à la tolérance, à la différence, qui va être modelé dans un modèle unique, une grille de lecture du monde unique et du coup qui va, montrer que soit on est dans ce schéma, soit on est exclu. Il n'y a pas de demi-mesure et de fait, cette, rigidité, éducative va pousser, à tout ce qui est inégalité. Ça va être incubateur d'inégalité, ça va être liberticide, fratricide, et comme on le voit, Boo en est le parfait exemple. Enfin, il y a en contre-modèle des 2, l'absence ou l'excès d'éducation rigide, celle que donne Atticus à ses enfants, c'est-à-dire, heu, une instruction, une éducation éclairée, fondée sur l'humanisme, le respect, l'amour de soi, l'amour de l'autre, le respect de la famille, de la société, l'empathie, c'est-à-dire que, la grande, le grand message de Harper Lee, c'est qu'on ne peut comprendre l'autre que si on voit le monde à travers ses yeux. Et donc c'est ce que va faire Atticus, notamment dans le procès. Il va essayer de renverser les rôles et il va être vraiment, celui qui va être, le défenseur des droits. Donc le racisme est pointé du doigt justement par l'auteur qui n'hésite pas à le dénoncer. L'attitude excluante des blancs, même les plus méprisables envers les noirs, mais aussi l'acceptation de ces derniers face à une situation injuste. Donc le parallèle avec le nazisme est fait plusieurs fois pour souligner les paradoxes américains, c'est-à-dire que les GIs ont libéré les camps et en même temps ils continuent à servir les Noirs dans leur propre pays. Donc voilà, c'est un paradoxe humain que souligne de manière très subreptice Harper Lee dans son roman, grâce justement à l'innocence de Scout qui comprend pas comment, les gens peuvent être tout et leur contraire et comment, certains hommes seraient aimables au sens étymologique du terme et d'autres ne le seraient pas. Donc le point d'orgue du roman, ça va être le procès, parce qu'il va nous scotcher véritablement jusqu'au verdict. La tension dramatique va être absolument palpable et elle va se résoudre dans une fin, totalement inattendue, une fin très poétique, atemporelle, qui va ancrer toute l'histoire a posteriori, dans la nostalgie de l'enfance, de l'innocence, qu'incarne cet oiseau moqueur, hein, sur lequel, finalement tirer est un péché, tirer serait un crime. Alors bien évidemment, mon point de vue. Alors, en quoi ce roman est-il choquant? Oui, je m'énerve. En quoi ce roman est-il choquant au point de l'exclure des programmes scolaires américains? S'il est un ouvrage qui vise à éveiller awake, woke, comme disait Martin Luther King, euh,
le lecteur sur l'injustice sociale, genrée, raciale, sur les conditions de vie, et d'acceptation des minorités, c'est-à-dire la définition même de ce qu'on appelle actuellement le woke, hem, c'est bien: «Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur». Donc comment peut-on l'exclure? Donc comme Steinbeck dans Des souris et des hommes qui a le même traitement, ou même Mark Twain, bien que, Mark Twain et Les aventures de Huckleberry Finn soient plus ancrés dans l'acceptation par l'auteur, des conditions ségrégationnistes, mais ça, c'est aussi parce que c'est 19e, hein, et pas 20e. Donc ceci explique cela. Bon, on en parlera si vous voulez, vous me le dites, en vous abonnant et en me laissant un commentaire. Hem donc, il est actuellement frappé par la pseudo bien-pensance, de la cancel culture, mais il est ni enfin, je sais pas moi, c'est limité et limitant de lire les œuvres avec nos réflexes modernes, non? Enfin, je sais pas, moi, ça me semble, comment peut-on poser un regard sur une œuvre du milieu du XXe siècle en étant quasiment au milieu du XXIe, avec des choses que l'on sait qu'il ne savait pas, avec des évolutions qui ont eu lieu, qu'il ne connaissait pas, avec des révolutions qui ont eu lieu par le passé et que les auteurs ne connaissaient pas. La littérature n'est-elle pas le reflet d'une société avant tout? Une société avec des mentalités données à un moment précis de l'histoire? Heu, les lire autrement, ça s'appellerait pas du révisionnisme, quelque part? Boycotter ses livres, est-ce que c'est faire preuve de culture? Hein, alors moi je me place pas sur, les idéologies, je me place sur le point de vue de la littérature, de l'objet littéraire. Ne risque-t-on pas de glisser vers le monde cauchemardesque de Fahrenheit 451 de Bradbury, en ignorant volontairement certains livres, certains pans de la culture qui reflètent un passé, alors, glorieux, pas glorieux, avec ses dérives ou pas, mais qui est constitutif quand même de ce que nous sommes? C'est parce qu'il y a eu la ségrégation qu'on peut la refuser actuellement. Si on n'avait pas été au courant, comment pourrait-on, avoir un point de vue sur le sujet? N'est-ce pas justement le rôle de l'éducation de donner aux gens un éclairage nécessaire pour lire ces œuvres, sans faire de nous ni des Boo Ridley, ni des Orwell? Justement, sans nier la souffrance et la gêne que certains peuvent éprouver à l'idée de l'exposé du sauveur blanc, hein, que peut être Atticus, on va peut-être être contre-productif aussi dans l'édification d'une société égalitaire. Parce que finalement, qu'est-ce qu'on reproche, à ce livre? C'est qu'un noir soit sauvé par un blanc? Est-ce qu'on reprocherait la même chose si un blanc était sauvé par un noir? Ce qui peut arriver, dans Racine, par exemple, hein, dont je vous, conseille, vivement la lecture. C'est pas le rôle de la littérature de remplir un cahier des charges commercial et idéologique pour plaire, ou au moins pour pas déplaire, à un public donné. Le rôle de la littérature, ça se place au-dessus de la couleur de peau, des croyances religieuses, des archétypes sociaux, et du coup, la littérature, c'est pas un produit marketing qui répond aux attentes d'une société. Justement, si une littérature ne dérange pas, si elle parle pas de passion, d'humanité, comment on en tire l'idée de fraternité et d'égalité? Comment on en tire, une exemplarité en creux ou en positif? La littérature, elle est là pour créer une émotion, pas pour être un objet marketing. Donc en censurant et en boycottant ces romans, est-ce qu'on bafoue pas finalement la liberté culturelle de nos prédécesseurs, auxquels on reproche de témoigner du bafouement de la liberté culturelle de leurs contemporains? Alors ouais, tu peux te repasser, en boucle le truc pour essayer de comprendre ma phrase, mais en fait l'idée c'est qu'on fait à autrui ce qu'on reproche à autrui d'avoir fait à quelqu'un d'autre. Donc à un moment, c'est pas hyper cohérent intellectuellement. Ce roman, il n'est pas sombre, parce que justement il fait éclater l'empathie, l'humanité et l'amour. C'est une histoire portée par des voix d'enfants, jamais mièvre en plus, et ça c'est vraiment quelque chose de très joli. C'est un récit digne, c'est un récit impertinent, c'est un récit plein d'indignation envers les injustices humaines. Hem Ce moment de l'histoire, si long et sombre soit-il, comme d'autres, hein, malheureusement, ça voudrait dire qu'on ne peut plus lire Anne Frank ni rien, c'est pas la vérité de l'Occident avec une majuscule, c'est un moment de l'histoire. Et ce moment de l'histoire, il doit être lu, il doit être connu et il doit être étudié justement
en nos temps troublés, hein, où on voit la montée des populismes et cetera qui peut être inquiétante, justement avec ces temps qui sont troublés par des idéologies, inquiétantes, pour éviter ce que Marx nommait le bégaiement de l'histoire. C'est-à-dire qu'à un moment, même si c'est pas un éternel recommencement, on peut avoir des bégaiements de l'histoire. Ouvrons-nous un peu à ce qui se passe actuellement. Alors ne vous trompez pas de cible, ne nous trompons pas de cible et ne tirons pas sur l'oiseau moqueur qui a été justement écrit pour éradiquer la haine et la ségrégation, car Atticus, Scout et Jem sont des veilleurs, ils sont woke finalement. Et Harper Lee, elle, est une éveilleuse de conscience. Donc s'il vous plaît, ne laissons pas tirer sur l'oiseau moqueur.